Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais essayer d'être fidèle non seulement à la feuille de route qu'on m'a demandé de traiter, mais aussi au temps imparti. Et donc, veuillez m'excuser, il y a bien des choses que j'aurais aimé vous dire, mais que je ne serais pas en capacité dans ce temps de 6 minutes de vous dire. Je ne peux que m'aligner, bien évidemment, avec les propos des interlocutrices précédents. Et donc, je ne serai pas redondant dans les chiffres. En ce qui concerne la démographie médicale, nous avons depuis 2010 deux atlas de la démographie qui sont annualisés tous les ans et que vous pouvez consulter, et notamment dans les 44 spécialités. Alors, quelques propos liminaires au nom de l'Ordre des médecins et pour introduire le débat qui va suivre, ce que je dois traiter. La santé est un bien supérieur et elle fait partie du pacte social républicain et nous souhaiterions tous la pérennité, si vous voulez, de cette valeur suprême. Il faut rappeler ce principe d'égalité républicaine d'un accès et d'un parcours de soins de qualité pour tous. Et que pour cela, il faut promouvoir l'équité dans les politiques quant à l'allocation des ressources humaines et financières, c'est-à-dire une proportionnalité entre les difficultés des territoires et des établissements et les mises à disposition. Ce n'est pas la même chose qu'une politique égalitaire. La première inégalité, hélas, et je crois que si on ne l'a pas compris en ce début d'après-midi, c'est qu'on n'a pas écouté, ce sont les inégalités d'accès socio-territoriales et aussi au parcours de soins, et que le défi, d'ores et déjà, c'est de répondre de façon satisfaisante à une triangulation. Améliorer la qualité des soins, car celle-ci est perfectible. Assurer la solvabilité de la santé et en garder la solidarité. Actuellement, si nous continuons ainsi, ça sera la double peine. On perdra la qualité avec une baisse des mesures de santé publique et on en perdra la solidarité. Donc il faut des mesures d'efficience fortes et rapides. C'est une extrême nécessité. Ce débat du PLFS 2026, tout au moins dans son projet inaugural, est exagérément comptable, nous en font tous l'amer constat, et c'est un signal que nous ne pouvons pas négliger. Donc on m'a demandé de traiter très brièvement sous forme de 4 sous-chapitres, qu'est-ce qui pourrait, disons, améliorer cela. La formation et la coopération. Alors, il y a des études déjà anciennes, notamment une qui avait fait date, une revue de littérature internationale portée par l'adresse et sur 2021, décembre 2021. Effectivement, il y a déjà une inégalité quant à l'origine des étudiants en médecine et les territoires défavorisés ne sont pas représentés à juste proportion dans les facs de médecine. Il y a une étude de l'IRDES très récente qui l'a encore confirmé. Donc effectivement, dans ces territoires en difficulté, déjà mettre en situation favorable des lycéens qui auraient une appétence pour faire de la médecine et d'autres professions de santé par ce qu'on appelle les options santé est une bonne initiative. Ensuite, il y a augmenter le nombre et la durée des stages, deuxième cycle et internat dans les zones sous-dotées. Mais bien évidemment, à la condition sine qua non d'assurer la qualité pédagogique des 10 stages, cela va sans dire. Et on l'a vu, le nombre de stages sur les centres de stage, les lieux de stage ouverts aujourd'hui est saturé. Le professeur Clavnou a su nous le dire. Et puis, il y a redéfinir l'interprofessionnalité. Ça, c'est un sujet très vaste et je n'ai pas le temps, hélas, si vous voulez, de le traiter entre les médecins et les autres professionnels de santé. Le deuxième chapitre, c'est la coopération ville-hôpital. L'Ordre des médecins rappelle que la clé de voûte du parcours de soins, c'est un parcours de soins coordonné par le médecin, parce qu'effectivement, il y a peut-être peu ou prou 15 à 20 millions de patients qui justifieraient pleinement des parcours coordonnés, population allégée, polypathologie. Dès qu'il n'y a pas une organisation sur des projets de soins personnalisés du patient, il y a
une perte de chance pour le patient et un surcoût évitable. Donc, il faut augmenter la qualité des soins ainsi et éviter ce qu'on pourrait appeler la mauvaise dépense. La iatrogénie, l'hospitalisation évitable, la redondance d'actes diagnostiques et aussi de traitement, etc. Les nouveaux modes d'exercice. Il y a un souhait de la profession, des médecins et des jeunes médecins, de l'exercice mixte. Ville, établissements de santé publics et privés, et ces exercices mixtes ne décollent pas, curieusement, depuis 2010. Ils restent à peu près de l'ordre de 10 à 11%. Donc il y a des blocages. Il faut, comme je l'ai dit, vraiment trouver de l'agilité. Ainsi, un médecin d'exercice libéral qui est dans une société d'exercice libéral, une SEL, ne peut pas, s'il le souhaitait, prêter main forte à l'hôpital. C'est incohérent dans le constat actuel. La télémédecine, il faut en faire un bon usage. Là aussi, je n'aurai pas le temps de développer les choses. Il faut favoriser les consultations avancées, sachant que le défi, ça a été dit, pour la plupart des spécialités, c'est l'évolution dès la formation initiale, notamment par les formations spécifiques transversales, les options, vers l'hyperspécialisation dans la spécialité. Donc on peut comprendre que certains médecins ne trouvent pas chaussure à leurs pieds, si j'ose dire, dans des établissements très périphériques, mais peuvent pour autant, sur un mode incitatif, bien évidemment, il faut faire appel à eux à temps partiel sur des consultations avancées, que ce soit dans les établissements de santé ou en ville. La prévention et les nouveaux métiers. Nous sommes bien évidemment favorables à une prévention universelle dès le plus jeune âge. Et s'il fallait illustrer cela d'un exemple, c'est la santé mentale, notamment chez les enfants. Les indicateurs sont rouges. La santé mentale et les psychiatres et les pédopsychiatres sont hélas dans un état de désespoir, souvent. Et vraiment, c'est une urgence absolue. Il faut, pour la prévention, élargir les acteurs au-delà des seuls professionnels de santé, puisque ça peut, bien évidemment, au-delà du cadre éducatif familial, aussi bien concerner le cadre scolaire que les collectivités territoriales. Redonner du temps médical, car le médecin est producteur de soins avant toute chose, et notamment, évidemment, les assistants médicaux, mais pas que. Et enfin, un dernier chapitre, pour terminer les 6 minutes. Les incitations, on doit avoir des mesures incitatives et non coercitives. De toute façon, les mesures coercitives dans une profession en déplétion ne marchent pas. Et il faut les traduire par des avantages, des revalorisations de grilles salariales, de rémunération, d'échelons et avantages sociaux tout au long de la carrière, dès lors que les médecins prêtent main forte dans ces territoires sous-dotés. Voilà, excusez-moi, j'ai été très concis, bien en deçà de ce que j'aurais souhaité vous dire.